Et bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième partie pour ce nouveau format de Déclic. On est en compagnie de Sébastien Marchand, économiste au CERDI, maître de conférence, et Laurent de Guillaume, physicien au laboratoire de météorologie physique de l'Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand. Le but de cette troisième partie, c'est d'un petit peu confronter les recherches, les idées, les chercheurs. Et on a choisi autour de la thématique du nuage aujourd'hui. Vous avez participé, vous avez regardé l'interview de votre confrère, ou en tout cas, vous en avez... Est-ce que vous avez déjà regardé son travail universitaire avant? Est-ce que vous connaissiez Sébastien? Est-ce que vous connaissiez Laurent et au moins l'aspirateur à nuages, qui est quelque chose d'assez connu à Clermont, donc j'imagine qu'au moins par ce biais-là? Oui, mais dans les grandes lignes. Effectivement, je connaissais de loin. Alors, on a été mis en relation il y a pas très longtemps pour justement participer à des conférences plus grand public sur la problématique du climat. Donc voilà, on se connaissait un tout petit peu par ce biais-là. Après, sur les travaux à proprement parler, c'est très technique, très compliqué. Donc ce que je sais, c'est plutôt les grandes lignes et puis effectivement ces grands événements comme l'aspirateur à nuages. Mais après, dans le détail, en règle générale, on laisse la science aux scientifiques. Je pense que c'est pareil en économie, on retient plutôt les résultats et les grandes lignes. Voilà. J'aurais tendance à dire que moi aussi, l'économie, c'est un domaine que je maîtrise assez peu. J'ai eu l'occasion effectivement de pouvoir connecter avec Sébastien et de voir de façon très générale un peu ces thématiques de recherche, mais on n'a pas eu encore réellement l'occasion tous les deux d'échanger. Dans la pluridisciplinarité qui est à l'intérieur de chaque labo et en même temps de chaque projet, à la fois pour le physicien, vous aviez déjà travaillé avec des économistes? Non, jamais, pas directement. Il y a une structure de recherche, une fédération de recherche qui s'intéresse aux sciences de l'environnement à l'université et qui a justement permis à des moments de fédérer des scientifiques, des économistes, voilà, autour de questions environnementales. Mais moi, en tant que chercheur, j'ai jamais effectivement monté de projet ou de connexion avec les économistes, jamais, non. Alors, économiste du développement. Du développement. Évidemment, mais on parlait tout à l'heure des outils que les économistes utilisent. Un économiste et un économiste du développement, ça travaille avec des données. Du côté de la physique, il y en a aussi. Comment on peut peut-être créer des liens, notamment dans le traitement de ces données qui sont de plus en plus vastes? Laurent, vous recueillez de plus en plus de data sur les... Oui, avec, je dirais, le développement des méthodes d'analyse, on a effectivement des données de plus en plus élaborées avec, par exemple, on a une diversité de molécules retrouvées dans les nuages. C'est des milliers de molécules différentes, hautement variables dans le temps. Donc, on regarde la chimie, mais on regarde aussi la biologie. Donc, on a une biodiversité avec des micro-organismes. Voilà, beaucoup d'informations qui sont de plus en plus, je dirais, qualitatives et quantitatives. Et toutes ces données, à un moment, il faut les faire parler, il faut pouvoir, quelque part, répondre à des questions scientifiques. Et on se pose actuellement, je pense que vous l'utilisez peut-être déjà, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être un moyen d'aider à l'analyse de ces données multivariées et complexes? Alors, je ne sais pas si vous le faites, vous. Ça commence, à vrai dire. Oui, c'est une vraie question. En fait, nous, en économie, il y a la problématique du big data, c'est-à-dire c'est des grands ensembles de données. Donc, on a des millions et des millions de données. Donc, ça, parfois, c'est très compliqué à la fois de les extraire, de les comprendre, et ensuite les mettre dans nos modèles, faire parler tout ça et avoir des résultats. L'analyse des données. Donc, effectivement, l'IA commence, donc là, on est vraiment au tout début, commence à arriver pour nous aider à analyser ces données-là, à avoir des corrélations entre variables, bientôt peut-être de l'inférence causale, des choses comme ça. Fabriquer des clusters quand on a un ensemble de projets. Par exemple, j'ai un doctorant qui travaille là-dessus. Donc l'IA est vraiment est arrivée à grands pas dans notre métier de chercheur en économie. Elle est installée, elle a continué à prendre de plus en plus de place. Et là où elle prendra de plus en plus de place, c'est clairement sur l'analyse des données. Nous aider, nous accompagner pour analyser les données. Voilà, ça c'est très important. Après, c'est quand même une chance pour nous en sciences économiques parce que tout simplement, on a besoin de données pour faire notre science et l'émergence du numérique, d'Internet a fait qu'il y a énormément de données qui existent sur le comportement des individus et l'IA nous aide à collecter ces informations-là pour ensuite les analyser. En fait, malgré tout, grâce à l'IA, on peut avoir accès à des données auxquelles on n'avait pas accès avant,
qui pouvaient exister ou pas. Et donc ça, pour nous, c'est une chance extraordinaire parce qu'on a de la matière en fait pour travailler. Et c'est le cas notamment de ce que j'évoquais précédemment sur la tonalité émotionnelle. Voilà. Donc c'est une chance pour eux. Et sur l'intelligence artificielle, avec cette réponse, ça peut donner aussi des idées. Il y a aussi derrière, éthiquement, ce qu'est l'IA, par qui elle aura été construite, qu'est-ce qui est dans la boîte noire de l'algorithme. Et ça, c'est aussi à vous, en tant que chercheur, de construire vos propres modèles d'IA, j'imagine, parce que c'est plus simple, mais ça laisse de vastes perspectives. Ouais. Après, je pense que c'est un outil qui va servir pour étudier la variabilité des nombreuses variables que l'on regarde en sciences atmosphériques. Il y a des réflexions à l'université sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc je pense qu'il va falloir qu'on s'y mette, nous, chercheurs scientifiques. Après, se pose toujours la question de, vous parliez de boîte noire, est-ce qu'on va pouvoir clairement comprendre ce que va fournir, ce que va donner comme information l'intelligence artificielle? En tant que chercheur, j'aime bien faire des corrélations entre paramètres, parce que derrière cette corrélation, il y a un phénomène physique, chimique, biologique, possible ou pas. Et dans ce biais-là, avec cet ensemble de variables qu'on va analyser, ce que va nous fournir l'IA, est-ce que je vais réussir à derrière associer ce résultat avec un phénomène physique et essayer ça me pose un peu de questions, mais c'est très personnel, c'est pas, voilà. Alors, je ne sais pas comment tu perçois les choses, mais... Moi, je le perçois... C'est un peu le Far West en ce moment, tout simplement parce qu'en fait, on découvre un nouveau monde. Les pratiques d'usage, les règles de bonne conduite, etc. Pour l'instant, tout est en train de se faire un peu au fil de l'eau. On peut utiliser l'IA, par exemple, aujourd'hui, pour écrire des articles scientifiques de A à Z. C'est-à-dire qu'il peut nous écrire une introduction scientifique qui est de bonne qualité, à s'y méprendre. Donc ça pose des questions éthiques. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, on peut commencer à analyser des données, sauf que c'est quand même notre fond de commerce, j'ai envie de dire, c'est notre compétence. Donc si elle le fait pour nous, qu'est-ce qui va se passer? Donc, en fait, tout simplement, il faut que les choses se mettent en place, il faut qu'on arrive à délimiter des règles de bonne conduite. Comme dans d'autres métiers, j'imagine dans le métier de journalisme, c'est pareil. Donc en fait, c'est ça ce qu'il faut qu'on fasse collectivement, nous scientifiques, peu importe notre discipline scientifique, qu'on soit en sciences plus dures comme la physique ou en sciences sociales comme en économie. Il faut juste qu'on se donne des bonnes pratiques et ensuite, pourquoi pas aussi les co-construire avec les étudiants. Parce que les étudiants qui seront demain les futurs chercheurs ou même nos doctorants, aujourd'hui, l'outil il est là. Donc il faut aussi qu'on travaille avec eux, leur apprendre à l'utiliser, et puis aussi peuvent nous apprendre également à l'utiliser parce qu'ils sont aussi parfois très avancés, notamment nos doctorants. Donc c'est un chantier, voilà, on est au début de cette aventure, et il va falloir qu'on travaille collectivement et pour pas que notre métier soit dégradé, voilà, et plutôt augmenté. Moi j'ai l'impression à des moments d'une perte de contrôle, de maîtrise de ce qu'on fait par l'utilisation de cette nouvelle technologie. Après, c'est peut-être que je suis trop vieux et peut-être qu'à un moment donné, je vais comprendre un peu mieux les outils. C'est sûrement par mes connaissances que je suis un peu réfractaire à une première approche. Sûrement que il y aura forcément de l'utilité à utiliser ces outils-là. Après, la grande question, c'est quel outil? Est-ce que c'est... j'ai l'impression qu'il y a plusieurs formes d'intelligence artificielle. Et comment après décider à un moment donné c'est cet outil-là dont j'ai besoin pour mes questions. J'avoue que j'ai pas toujours. Pour moi, ça va être les pratiques en fait qui vont évoluer, qui au bout d'un moment, il y aura une sorte de consensus, j'imagine, sur certains outils, sur certaines pratiques. Comme il y a pu y avoir à la naissance peut-être des statistiques, etc. Il y avait plusieurs. Donc, je pense que c'est un peu l'évolution, mais aussi ce qui est important, c'est les sources. Effectivement, en sciences, et c'est vrai aussi en journalisme, j'imagine, d'où ça vient, quand je sais d'où ça vient, est-ce que ça vient vraiment de là? Est-ce que cette source-là est fiable ou pas? En fait, il y a ce travail aussi à travailler avec l'IA, parce que pour l'instant, aujourd'hui, c'est assez précaire. Et pour un scientifique, c'est quand même une ligne rouge. C'est une sorte de cordon sanitaire. On ne va pas plagier, on ne va pas écrire des choses dont on ne sait pas d'où elles viennent. Ça, c'est quand même très important dans notre métier. Il faut constater qu'aujourd'hui, l'IA, elle s'en moque. Elle va nous rédiger, comme je disais tout à l'heure, des introductions toutes prêtes. On ne sait pas trop d'où ça vient. Quand on peut lui demander des références biographiques, parfois elle invente des choses, parfois c'est vrai ou à peu près vrai. Donc il faudra garder quand même
un contrôle une du éthique résultat, et un contrôle là-dessus, voilà. Ouais. Toujours. C'est ça qui... Ouais. Voilà. Alors, il y aura sûrement une réglementation, des pratiques et usages, enfin voilà, des choses qui seront sûrement bien, je dirais, créées. Enfin, bon, mais... Les éditeurs de revues scientifiques sont sur le coup, en fait. Hein. Vrai. Clairement, elles disent l'IA, vous l'utilisez qu'à une condition, en tout cas, c'est le cas souvent en sciences économiques, c'est que pour de la correction d'onglet basique, par exemple. Si vous avez besoin d'un relecteur qui peut vous aider à la marge, parce que voilà, si l'onglet est trop mauvais, c'est pas l'IA qui va... Donc là c'est toléré. En revanche, c'est clairement dit, l'IA, pour l'instant, vous ne pouvez pas l'utiliser comme coauteur. Voilà. Ce qui est rassurant, mais ça veut quand même dire que la discussion est là et que ça pourrait arriver à terme d'avoir ChatGPT comme coauteur ou quelque chose comme ça. Sait-on jamais. Ce qui est intéressant, c'est aussi de sensibiliser les étudiants à ces questions du plagiat, du droit d'auteur, mais d'autres choses. On va revenir un petit peu sur notre sujet, parce que les données, ça fonctionne aussi par nuage. Vous voyez où je veux venir, où je veux en venir. D'un côté, un aspirateur à nuage, de l'autre, des études aussi au CERDI, pas que pour vous, Sébastien Marchand, mais sur les impacts sur les populations, les impacts du climat. Là, on peut voir le lien. Qu'est-ce qu'on trouve dans les nuages? Quel impact ça a s'il y a précipitation? Ça, c'est des sujets qui pourraient peut-être, éventuellement, en tout cas, créer des liens entre vos deux disciplines. En sciences économiques, l'impact du climat sur l'activité économique et principalement agricole, ça date de... Voilà, ça fait une trentaine d'années à peu près depuis qu'on a des données relativement consolidées, fiables. Dans un premier temps aux États-Unis, c'est venu après sur d'autres pays, où il y a pléthore de preuves scientifiques que la météo ou le climat, c'est deux choses différentes. La météo, c'est à court terme, le climat, c'est à moyen long terme, a un impact sur le rendement agricole, la productivité agricole, des choses comme ça. Mais en revanche, ce qu'on a constaté ces dernières années, et c'est là que les autres sciences nous aident, c'est que quand on parle de météo, qu'est-ce qu'on mesure? Il n'y a pas que température et précipitation. Et c'est là que l'apport d'autres sciences intéressantes, c'est que derrière, on peut y mettre d'autres choses. Par exemple, des indices d'humidité, c'est plus intéressant. Là, c'est plutôt des écologues qui vont dire, le riz, dans cette région, il faut tel indice d'humidité. Donc, c'est bien, on peut le mesurer, mais voilà, dans la mesure, voilà le range qui est pertinent. Donc, nous, ça va nous intéresser. Et puis, sur l'eau, ça peut être la qualité de l'eau. Et là, ça renvoie au travail de physiciens dans les nuages, etc. L'eau qui tombe, elle est pas tout le temps la même. Et donc là, bien évidemment, pour nous, c'est intéressant parce qu'on aura la précipitation, mesure quantitative, et on peut avoir une approche aussi plus qualitative qui va être très intéressante pour nous pour révéler, une fois de plus, que le climat ou la météo a un impact évident sur les activités productives des êtres humains. Et après, donc, ça peut appeler des politiques publiques d'atténuation ou d'adaptation. Ah oui, parce que tu parlais de changement climatique. Effectivement, je dirais le forçage lié aux activités humaines. Nous, on le voit aussi quand on analyse, quand on prélève un nuage et qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une grosse partie des molécules qui se retrouvent qui sont d'origine humaine, clairement. Donc, imaginons que le nuage, à un moment donné, puisse concentrer cette pollution, possiblement, même créer de nouvelles molécules par tous les phénomènes chimiques. On a parlé aussi de biologie, voilà. Comment tout ça s'est transformé. À un moment donné, si ce nuage, derrière, retombe sur le sol, il va forcément, s'il a été ensemencé par des émissions et des polluants, il va forcément être concentré à un endroit donné avec des effets dont tu parles, possiblement sur les écosystèmes de surface. Vous étudiez, il me semble, la production agricole, il y a le lien avec la production agricole. Forcément, si j'ensemence un sol avec des polluants, sûrement que la rentabilité, la productivité va baisser. Donc il y a tous ces enjeux-là. Puis nous, physiquement, il y a un truc qu'on maîtrise très mal, et on sait mesurer ce qu'il y a dans un nuage, mais quand ça tombe, tout ce qu'il y a sous nuage, c'est aussi lessivé, c'est capturé. Et cette dimension-là, on la maîtrise encore très très mal. Ce qu'on sait vraiment faire, c'est mesurer un nuage et mesurer ce qu'il y a dans l'eau de pluie. Mais après, ce qu'il y a entre les deux, souvent, on a un peu du mal à le comprendre. Et dans des écosystèmes très particuliers pour des types de cultures, alors je pense au thé, je pense peut-être à des cultures au Rwanda, enfin dans des territoires qui sont souvent avec des nuages, souvent ça fait partie des choses. Est-ce qu'il c'est mis en évidence le rôle de cette humidité dans certaines pratiques agricoles? Alors peut-être que vous n'avez pas du tout travaillé là-dessus. Non, moi je n'ai pas travaillé sur des problématiques d'humidité, mais je sais qu'en sciences économiques, il y a de nombreux articles qui ont essayé de mesurer ça. C'est-à-dire vraiment des indices d'humidité. Donc en fait, c'est en gros, on prend en compte la température et la précipitation. Donc il y a des indices qui mesurent ça. D'ailleurs, c'est accessible. On parlait de big data.
à l'échelle du monde entier, on a ces données-là qui existent, qui sont des données souvent mélange de satellites avec des données de stations, voilà, qui sont un peu partout dans le monde. Donc on a ces données-là, donc on peut être dans son bureau en économie, télécharger ces données-là. Alors c'est un gros travail. Et après, si on a la chance d'avoir des données d'enquête ou de recensement agricole sur la production, le comportement des animaux, on peut mélanger les deux comme ça et regarder l'impact de l'un sur l'autre. Donc en fait, c'est fait, voilà. Et donc effectivement, clairement, il y a des niveaux d'humidité optimaux qui permettent bien sûr d'avoir le plus grand rendement. Ça, c'est très documenté, incontestablement. Et moi, par exemple, ce que j'ai fait au Vietnam, c'est que j'ai regardé non pas le niveau d'humidité, mais les températures extrêmes, qui finalement s'apparentent presque à ça. Donc on a regardé avec un ancien doctorant qui est avec moi, qui est aujourd'hui au Fonds monétaire international, Yoro Diallo, en fait l'impact de température extrême au-delà de 30 degrés. Donc on regarde à chaque intervalle supplémentaire l'impact sur une mesure de productivité agricole. Voilà. Donc ça, c'était important parce qu'on sait que, donc c'était au Vietnam, que le Vietnam s'oriente, comme beaucoup de pays bien évidemment, mais surtout dans ce pays-là, vers des températures extrêmes de plus en plus importantes et très rapidement. Donc ça va complètement reconfigurer bien évidemment son activité économique et notamment agricole. Et le riz au Vietnam, c'est très très important. Il y a des millions de personnes qui en vivent. Donc il faut s'adapter, vu qu'on peut pas... La machine est lancée. Donc voilà, donc la question c'était plutôt de montrer que c'est grave et maintenant, adaptez-vous. Voilà. Donc c'était un peu ça. Donc voilà, l'humidité, des mesures de température extrême. Les économistes ont la chance d'avoir plein de données, mais qui viennent de sciences dures hein, pour le coup. Les satellites au-dessus de nos têtes, les stations qui sont posées ici ou là. Ça, c'est la science dure derrière qui nous permet d'avoir ces données-là. Donc il y a une réelle complémentarité. Absolument. Et tu parlais de changement climatique, c'est voilà, la donnée sur le long terme pour mesurer les tendances, essayer d'anticiper comment les choses évoluent pour essayer de se dire mais comment on va s'adapter à tout ça aussi pour la suite. Ouais, il y a le distinguo météo-climat qui est important. Et en économie, on essaye souvent de séparer les deux. Néanmoins, la météo, ça peut être intéressant parce que souvent, il y a de l'adaptation à court terme, parce que la vie, c'est aussi immédiat pour plein de gens. Et puis, il y a les aspects de plus long terme. Voilà. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'articles qui ont essayé de séparer les deux en sciences économiques, de montrer voilà, que les deux étaient importants et que les deux appellent voilà, de l'adaptation, mais qui est parfois différente. On ne s'adapte pas à court terme comme on s'adapterait à long terme. À long terme, c'est plus structurel et là, ça nécessite, par exemple, parfois juste d'abandonner la riziculture et faire autre chose. Notamment des crevettes, ce que les Vietnamiens ont fait dans certains endroits, mais là c'était suite à l'augmentation des eaux. Voilà. Dernière réflexion que je voudrais vous livrer sur les politiques d'ensemencement des nuages où on fait pleuvoir, c'est depuis les années 50-60 en Chine beaucoup hein, justement, avec un vrai risque de manipulation. Est-ce que c'est déjà possible? On sait il y a l'iodure de cuivre, hein, je crois, D'argent, pardon. Ça n'existe pas au cuivre. En tout cas, on en voit. Ouais. Ça, c'est à peu près maîtrisé. Il y a déjà des expériences depuis longtemps. Oui, la géo-ingénierie, le fait d'ensemencer des nuages avec ce qu'on appelle des noyaux de condensation, effectivement, ça existe depuis assez longtemps maintenant. Donc, c'est par avion, on passe dans les nuages et puis on crée des très grosses gouttes qui, à un moment donné, deviennent trop lourdes et du coup sédimentent, tombent sur le sol et déclenchent la précipitation. Donc ça existe depuis très longtemps. Après, ça pose, enfin je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, mais ça pose des problématiques un peu, pour moi, éthiques, parce que voilà, si j'ai la possibilité de pouvoir le faire, je peux faire pleuvoir à un endroit, et toute cette eau que je fais retomber sur le sol, elle est plus disponible pour le copain à côté, quoi. Donc voilà, ça fait poser un certain nombre de questions. Je pense pas qu'au Vietnam, il fasse pleuvoir ou s'il y a de la géo-ingénierie pour faire pleuvoir spécifiquement à des endroits pour aider à l'agriculture ou ce genre de choses-là. Mais bon. Je sais pas pour le Vietnam. Je sais que la Chine effectivement le fait et ça a été notamment très documenté par les journalistes. Mais après, à ma connaissance, en économie, la question que ça pose derrière, c'est l'adaptation. On parlait d'adapter, comment on s'adapte au réchauffement climatique notamment, mais globalement, le réchauffement climatique va amener parfois des phénomènes de sécheresse. Et en fait, les économistes travaillent beaucoup sur ces questions-là, sur comment s'adapter, quelle est la meilleure solution coût-bénéfice. On fait le rapport entre le coût et le bénéfice, donc c'est des choses que les économistes font beaucoup. Et en fait, ces solutions font partie des solutions proposées. Et en fait, souvent on se rend compte que c'est pas du tout efficient, parce qu'en fait, ça coûte très très cher. Et l'avantage, le gain, le bénéfice qui va être attendu va être relativement malgré tout marginal. Et surtout, derrière, ça pose des questions de justice. Et les problématiques de justice sont aussi intégrées en sciences économiques. C'est aussi un aspect, on ne regarde pas que l'efficience, donc on compare le coût avec le bénéfice, on regarde aussi les problématiques de justice, en matière de justice notamment climatique.
toutes ces solutions qui vont dans ce sens-là sont parfois quand même considérées comme étant pas la bonne solution. On va parler, nous, de solutions de second best, de deuxième ordre. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment le faire si on a fait tout ce qu'il fallait faire avant. Voilà. Mais c'est un peu dans le sens de ce que peut dire l'économie du climat aujourd'hui et les chercheurs sur ces préconisations qui existent sur les politiques d'adaptation au changement climatique. Parfait. Merci beaucoup.